Bonjour, dans cette vidéo, nous nous intéressons à la méthodologie de résolution des problèmes. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que nos élèves ingénieurs, qui sont confrontés dans la plupart des cas dans leur PFA, PFE à une problématique à résoudre, ils se posent souvent la question quelle démarche adopter? On se rend compte qu'il y a un problème lorsqu'on est en face d'une situation insatisfaisante, c'est-à-dire qui présente un décalage ou un écart entre ce qui est souhaité et ce qui est attendu. Résoudre un problème reviendrait à remédier à cette situation jugée insatisfaisante. Dans le projet de fin d'année ou de fin d'études, l'étudiant est généralement confronté à une problématique industrielle réelle qu'il faut résoudre en utilisant les apprentissages académiques. Mais pas que. Même dans la vie professionnelle, on se retrouve face à des situations insatisfaisantes qu'il conviendrait d'améliorer. Des retards d'approvisionnement, des pannes de machines, incidents, ainsi de suite. Mais aussi dans la vie de tous les jours, on est confronté à des problèmes de différentes natures. La démarche de projet, c'est l'ensemble des étapes qui vont permettre de structurer le projet. Il s'agit de permettre aux parties prenantes de savoir dans quelle direction aller pour la réalisation du projet, à travers des étapes successives à suivre pour aboutir à la résolution du problème. La démarche ne peut pas être suivie de façon mécanique, les itérations sont des fois normales. De manière imagée, il s'agit d'un chemin à prendre ayant pour point de départ la problématique posée par le client et pour le point d'arrivée, c'est la solution au problème posé. Ce chemin peut être emprunté de différentes manières et la question qui se pose est quel est le chemin qui respecterait les contraintes QCDSE que nous avons définies dans la vidéo mission d'un ingénieur. Ces points constituent les contraintes classiques d'un projet auxquelles il conviendrait d'ajouter les contraintes éventuelles imposées par l'entreprise. Concernant les contraintes classiques d'un projet, vous avez généralement le temps pour le réaliser, l'argent pour le faire, les fonctions que vous souhaitez y mettre ou les résultats qui sont attendus. Pour résoudre les problèmes de la vie en général, on fait appel à notre expérience, à notre intuition, à notre bon sens. Cette démarche empirique ne conviendrait guère pour la résolution des problématiques industrielles. L'absence d'une démarche rigoureuse peut induire un effet tunnel qui résulte de l'absence de communication entre les différents acteurs du projet. Comme dans le cas du passage par un tunnel routier, on reste dans le noir jusqu'à la sortie où on est censé être ébloui par la lumière, c'est-à-dire l'avancement du projet dans le sens positif, ce qui conduit dans la majorité des cas à un écart important entre les spécifications et les réalisations, bien entendu, si nous n'adoptons pas une démarche rigoureuse. En général, un groupe est créé dont vous faites partie en tant que stagiaire afin de résoudre un problème déjà identifié. C'est-à-dire que dans le cadre de vos projets PFA, PFE, dans la plupart des cas, la problématique est déjà définie. Si ce n'est pas le cas, il faut d'abord procéder à l'identification du problème à traiter. Comment? Dans certaines entreprises, on vous propose de chercher par vous-même un sujet sur lequel vous allez travailler. Alors, vous commencez d'abord par demander à faire une visite. Cette visite vous permettra à la fois de comprendre le processus sur lequel vous allez travailler, mais aussi de faire exprimer les différents intervenants dans l'objectif d'identifier les dysfonctionnements. Différents outils peuvent être utilisés à cet effet, tels que les entretiens, les checklists, le brainstorming, le qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi, pour clarifier certaines situations. Cette liste de problèmes dégagés doit être traitée, c'est-à-dire va falloir vérifier s'il s'agit bien d'une situation qui présente des décalages par rapport aux objectifs. Maintenant que vous avez pu dégager une liste de problèmes,
issus de l'atelier, il va falloir choisir sur quoi travailler en priorité. Alors, on peut utiliser à cet effet un outil tel que Pareto ou le 20-80, ou bien on peut aussi utiliser un autre outil tel que la matrice à vote pondéré multicritère. L'objectif étant de réduire le champ de problèmes, c'est-à-dire choisir les problèmes les plus prioritaires à traiter en premier lieu. Alors, une fois que c'est fait, il ne reste qu'à faire valider votre choix par la hiérarchie. Maintenant que vous avez défini la problématique à résoudre, la démarche consiste en quatre phases qui se succèdent. La première phase consiste en la définition du problème. Cette phase consiste en la définition de la nature du problème, de son importance. Donc, il faut s'informer, rechercher, recueillir des données pour déterminer l'étendue du problème. Durant la deuxième phase, on cherche les causes du problème, c'est-à-dire qu'on cherche à remonter aux causes racines de la problématique traitée. Une fois que nous avons identifié les causes racines, il faut trouver les solutions adéquates pour les éradiquer, ce qui correspond à la phase 3. Durant la phase 4, les solutions mises en évidence vont être mises en œuvre, évaluées et testées. Chacune des quatre phases précitées est constituée d'un certain nombre d'étapes. En ce qui concerne la phase 1, c'est-à-dire la définition du problème, la première étape consisterait en l'identification de la situation de départ, c'est-à-dire qu'il faut identifier les informations qui ne sont pas nombreuses à ce stade mais sont précieuses, mais il faut les clarifier pour que les différents membres du groupe de travail puissent parler le même langage. À cet effet, on peut utiliser l'outil le que, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Maintenant que la situation est plus claire, les informations initiales sont enregistrées dans l'esprit des différents participants. La prochaine étape, c'est-à-dire la quantification du problème, consiste à fournir plus d'informations sur le problème. Ces informations, bien entendu, doivent être chiffrées. Il s'agit de recueillir les données, chiffrées ou pas, en utilisant une feuille de relevé. Ces informations vont être traitées pour être mises sous forme de tableau. Puis, bien entendu, on utilisera un graphique pour mieux illustrer les informations. À ce stade de la démarche de résolution du problème, le problème est quantifié. Alors maintenant, est-ce qu'on doit s'attaquer à l'ensemble du problème? Est-ce qu'un de ces aspects est suffisamment prépondérant par rapport aux autres pour être traité de façon prioritaire? C'est en quoi consiste l'étape 3, c'est-à-dire qu'il faut définir l'aspect important du problème à traiter. L'outil privilégié pour ça, c'est bien entendu le Pareto. Donc on peut utiliser les informations déjà quantifiées euh, par le nombre, ou on peut faire un Pareto en pondérant par le coût, ou bien tout autre critère jugé convenable. On peut utiliser l'indice de Gini à cet effet. À ce stade, nous avons obtenu une représentation chiffrée du problème. Nous avons défini l'aspect important du problème à traiter, c'est-à-dire que le panorama est dégagé. Mais l'ensemble des membres du groupe de travail n'ont pas forcément la même opinion sur l'objectif à atteindre. Donc à ce stade, donc l'étape 4 consiste à se mettre d'accord sur un objectif à atteindre en fonction de la situation. On peut utiliser un outil tel que le simple, tel que le qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi, ou bien on peut utiliser l'outil SMART. La première phase correspondant à la résolution de problèmes est maintenant achevée. Il s'agit bien entendu de la définition du problème. Maintenant, il faut chercher les causes inhérentes à ce problème. On commence par lister toutes les causes. La recherche des causes fait appel à l'intuition.
Donc chacun des membres du groupe peut incriminer telle ou telle cause qui serait à l'origine du problème. On ne doit négliger aucune proposition des participants euh, au risque de passer à côté des vraies causes du problème. Donc on ne juge pas les propositions des différents membres du groupe, on se contente de les noter. À ce stade, on se retrouve devant une liste assez conséquente des causes possibles ou plausibles que nous avons identifiées lors de la phase précédente qui correspond à un brainstorming. Alors, les avis des différents participants sont mitigés. Ils ne sont pas forcément d'accord sur le contenu de la liste. Certaines causes leur paraissent irréalistes. Ou si certaines causes peuvent être rapprochées par famille, donc on va les classer selon les 5M, les 6M ou ainsi de suite, c'est-à-dire machine, méthode, milieu, ainsi de suite. Et l'outil privilégié à ce stade, c'est l'Ishikawa, le diagramme cause à effet, qui va nous permettre de classer les différentes causes listées. Le diagramme d'Ishikawa offre une représentation visuelle des différentes causes soulevées par les différents participants. Ce travail, s'il est effectué de manière soignée, comme j'ai l'habitude de dire à mes élèves, ne me faites pas un diagramme d'Ishikawa ressemblant à une arête de sardine, mais plutôt à un pajot royal. C'est-à-dire que si vous devez faire un travail de brainstorming assez conséquent pour ne pas passer à côté des vraies causes du problème. En tout cas, le travail de réalisation de diagramme d'Ishikawa avec le classement selon les 5 M permet de mettre de l'ordre dans les idées des différents participants par rapport aux causes originelles du problème. Mais les avis, ils restent partagés. Il s'agit donc maintenant de vérifier est-ce que ces causes-là sont bien, les causes retenues sont bien à l'origine du problème. Sauf que, comme on a dit, il s'agit d'un diagramme assez conséquent avec beaucoup de causes. Donc, on utilise un outil qui permet de remonter aux causes racines donc, et de réduire le nombre de causes traitées pour qu'ils puissent être vérifiés dans l'étape suivante sur le terrain. Cet outil, c'est le 5 pourquoi. Le 5 pourquoi stipule que si vous posez la question 5 fois pourquoi, le pourquoi un, pourquoi 2, ainsi de suite, cela vous permet de remonter aux causes racines du problème. Ceci permet, comme on l'a dit, de réduire le nombre de causes retenues qui vont être vérifiées sur le terrain dans l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape 7. La vérification des causes se fait évidemment sur le terrain. Quand les causes sont facilement quantifiables, donc on fait les relevés. Et quand elles ne le sont pas, on peut procéder par des enquêtes. Mais dans ce cas, les causes recueillies ou les informations recueillies via les enquêtes vont être affectées par la subjectivité relative aux participants. Alors, pour déjouer ce piège, c'est-à-dire pour éviter la subjectivité et pour avoir une attitude scientifique de traitement des résultats des enquêtes, on utilise la matrice à vote pondéré. À la fin de la phase 2, qui est relative à l'analyse des causes, on se retrouve avec une liste qui est assez restreinte et qui contient en principe les causes racines du problème traité. Il convient de trouver donc les solutions ou les différentes solutions possibles pour chaque cause identifiée. On procède par brainstorming. Cet outil permet de stimuler la créativité afin de trouver toutes les solutions possibles aux causes identifiées. Là encore, après le brainstorming, on se retrouve avec une liste de solutions euh, et chacun privilégie l'une ou l'autre de ces solutions. Et il s'agit maintenant d'être méthodique pour trouver la solution efficace à la cause racine ou aux causes racines qui ont été soulevées. Il s'agit de définir les critères d'évaluation des solutions. Est-ce qu'on veut que les solutions soient pas coûteuses,
euh, directement applicables ou autres critères. Donc, c'est au groupe de se mettre d'accord. Donc, comment on procède? Là encore, on procède par matrice à vote pondéré pour trouver un consensus et définir quels sont les critères qui vont être retenus pour évaluer les solutions. C'est un travail qui précède en fait l'étape de la décision des solutions appliquées et qui consiste en l'utilisation de la matrice à vote pondéré multicritère. Maintenant, les solutions sont arrêtées, il ne reste que le fait de les mettre en application. Mais avant cela, il faut d'abord se poser la question, est-ce que les solutions préconisées sont en adéquation avec la vision du management? Donc, avant d'appliquer les solutions, il serait judicieux de faire adhérer le management à notre démarche, c'est-à-dire en expliquant les différentes étapes que nous avons pu suivre pour aboutir aux solutions préconisées. Surtout que ces solutions peuvent engager des ressources qui peuvent être importantes. Il se peut que ces solutions soient d'ordre à agir sur l'organisation. Dans tous les cas, nous avons besoin de l'appui de la hiérarchie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'ingénieur, je ne viens pas voir la hiérarchie pour lui dire Eureka, ça y est, j'ai trouvé la solution au problème posé. Non, en fait, j'expose ma démarche à la hiérarchie depuis le début. J'ai dit par exemple que j'ai travaillé sur le problème de la machine qui tombe souvent en panne, je veux améliorer sa productivité. Pour faire cela, j'ai d'abord identifié la situation de départ, j'ai utilisé à cet effet l'outil tel et tel, voilà ce que cela m'a donné. Ensuite, j'ai quantifié le problème, voilà la courbe que j'ai obtenue qui donne les pannes des 3 dernières années. J'ai ensuite utilisé le diagramme de Pareto, ce qui m'a permis de me concentrer sur cet aspect-là du problème. Ensuite, j'ai défini l'objectif que je cherche à atteindre. Ça m'a permis de définir les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance qui vont me permettre de faire le suivi de l'évolution de mon projet. Ensuite, j'ai cherché les causes, je les ai analysées. Je vous explique comment j'ai fait pour les analyser. Ensuite, je suis retournée sur le terrain pour vérifier mes hypothèses. J'ai constaté qu'effectivement, le problème racine, la cause racine du problème, c'est le fait qu'il y a une fuite huile. En fait, je dois expliquer toute ma démarche à la hiérarchie. L'objectif, ce n'est pas de dire que ça y est, j'ai trouvé la solution au problème posé, mais de faire adhérer les autres à notre démarche. C'est-à-dire qu'en expliquant les étapes une à une, on va faire adhérer le management à la méthodologie adoptée. Le management aura l'impression d'avoir réalisé avec nous les étapes une à une et ainsi on va pouvoir avoir son appui pour la mise en application des solutions préconisées. Et là, je tiens à souligner que le langage de la science, il est universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être en mesure de simplifier le travail que vous avez fait de manière à ce que, quelle que soit la qualification de vos interlocuteurs, ils puissent comprendre la démarche adoptée. C'est-à-dire que pour votre projet PFA, PFE, pendant votre soutenance, le public, autre que le jury, doivent comprendre ce que vous avez fait. C'est sûr que, comme ils ne sont pas du domaine, ils ne pourront pas rentrer dans le détail, mais vos diagrammes, vos graphiques et vos illustrations savamment utilisées témoignent à quel point vous maîtrisez votre sujet. On arrive maintenant à la dernière phase qui consiste en la mise en application de la solution. Donc d'abord, il faut impliquer le personnel. Ça veut dire quoi? On commence par définir un échéancier, c'est-à-dire des dates pour chaque action qui va être mise en place et pour la mise en application de la solution et définir les acteurs, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir au niveau de chaque phase et définir la fonction de chacun. Pour cela, on va se poser les questions suivantes. Quelles sont les différentes étapes? Comment procéder? Qui va faire quoi? Ainsi de suite. L'objectif, c'est d'impliquer tous ceux dont la responsabilité est de faire aboutir
la solution, on peut utiliser un diagramme de Gantt à cet effet. Ensuite, on fait le suivi de la solution. Après, on fait le suivi de la réalisation, c'est-à-dire une fois la solution mise en place, euh, on a déjà défini les KPI, c'est-à-dire une grandeur qu'on a définie et qui va nous permettre en la suivant, de voir est-ce que la solution appliquée est pertinente ou pas. Si je reviens au problème de la machine qui tombe souvent en panne, l'exemple de tout à l'heure, on peut définir comme indicateur de performance le nombre de pannes par mois. Et là, on va faire le relevé, c'est-à-dire calculer cet indicateur de performance et tracer la courbe, l'évolution de cet indicateur en fonction du temps, et on évalue est-ce qu'il évolue dans le bon sens ou pas. S'il n'évolue pas dans le bon sens, donc on va faire quoi? On va faire des itérations, c'est-à-dire qu'on va revenir vers les étapes antérieures et apporter des modifications au niveau des solutions, voir les autres solutions qu'on n'a pas abordées. Bien, mais finalement, on distingue deux types d'indicateurs, des indicateurs de pilotage qui vont permettre de voir est-ce que la solution est mise en place de façon correcte et les indicateurs de résultats pour nous assurer que nous avons choisi la bonne solution. On arrive maintenant à la dernière étape qui consiste en standardiser. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire un bilan par rapport à l'étude qui a été menée, voir ce qui a été fait, les méthodes utilisées, qu'on doit-on améliorer, est-ce qu'il y a des lacunes, des difficultés. L'objectif ici, c'est de standardiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pérenniser, il faut mettre en place un système pour que le problème ne se reproduise pas à nouveau. La solution qu'on a mis en place, on doit lui mettre ce qu'on appelle un pokayoke, c'est-à-dire un détrompeur, un système anti-erreur. Ce système anti-erreur, ça peut être une procédure, ça peut être une pièce, tout dépend de la solution que vous voulez mettre en place. Je vous donne un exemple simple d'un pokayoke, la clé USB. Dans la clé USB, vous avez une petite pièce en plastique qui vous empêche, si vous vous trompez et vous voulez la mettre à l'envers, elle ne pourra pas rentrer. Donc ça, c'est un pokayoke. Donc idem pour votre solution, il faut trouver soit un moyen technique ou de gestion ça dépend de la solution, et qui va faire que même si les personnes peuvent se tromper et refaire le problème va se reproduire, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un moyen que vous avez mis en place, un pokayoke que vous avez mis en place et qui empêche que le problème se reproduise à nouveau. Ce pokayoke, ça peut être une procédure, un moyen de gestion, un moyen technique ou autre chose, ça dépend de la solution. Bien, donc nous avons fait le tour. La démarche de résolution de problèmes s'articule autour de 4 phases. Décomposées en étapes, ça donne 14 étapes au total. Ces 14 étapes sont les bases sur lesquelles reposent les méthodes structurées assez connues telles que le PDCA, le DMAIC, le A3, ainsi de suite, que nous tâcherons d'expliciter dans des vidéos ultérieures. Aussi, dans cette vidéo, nous avons cité quelques outils relatifs à chaque étape. Dans des vidéos ultérieures, nous traiterons ces outils plus en détail. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.